Donc il y aura deux parties. Une partie qui va être politique, qui va revenir sur le sens des mots. Pas de souci. Donc une partie qui va être plutôt politique et qui va revenir sur le sens des mots politiques et leur étymologie. Et une partie qui va être consacrée beaucoup plus à l'histoire des médias et l'influence des médias sur la société. On y va. Donc là, en fait, c'est... Donc là, en fait, si on revient à l'étymologie de mots politiques qu'on connaît tous, on s'aperçoit, donc, dans des mots comme monarchie, oligarchie, aristocratie, qu'il y a une particule à la fin, archi et cratie, qui revient, et en fait, c'est des mots de grec ancien, qui sont arché et kratos, qui viennent tous, en fait, qui sont des synonymes de autorité, commandement et pouvoir. Donc en fait, ces mots permettent de désigner des systèmes politiques. Par exemple, la monarchie, c'est le pouvoir d'une seule personne, le pouvoir détenu et exercé par une seule personne. L'oligarchie, c'est le pouvoir détenu et exercé par un petit groupe de personnes. L'anarchie, c'est le pouvoir qui n'est détenu et exercé par personne. L'aristocratie, c'est les meilleurs qui détiennent et exercent le pouvoir. La démocratie, c'est donc le pouvoir qui est exercé et détenu par le peuple. Et la plutocratie, un mot que moins de gens connaissent, c'est le pouvoir détenu et exercé par les riches. Voilà. Entrez. Encore des chaises. Donc voilà. Donc, alors deux petites anecdotes. Deux petites précisions. La démocratie et l'anarchie, finalement, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que c'est des mots, enfin, au niveau de la signification et de la mise en œuvre, ça se ressemble un petit peu, à savoir l'anarchie, c'est donc le pouvoir qui est détenu et exercé par personne en particulier, et la démocratie, si c'est le pouvoir détenu et exercé par le peuple, c'est le pouvoir qui est exercé par tout le monde à la fois. Donc entre un système politique où personne n'exerce le pouvoir et où tout le monde exerce le pouvoir, c'est vraiment très proche. Deuxième petite anecdote, c'est donc le mot démocratie, en réalité, quand il a été inventé en Grèce, ça a été inventé par des philosophes, notamment Platon, mais enfin, des philosophes qui, eux, étaient contre la démocratie. Ils croyaient plutôt à une aristocratie, c'est-à-dire un système politique où ce serait plutôt les meilleurs qui seraient aux commandes de la cité. Et donc, ils ont inventé le mot démocratie parce que la démocratie, c'est un idéal qui est quasiment inatteignable. On ne peut pas imaginer de système politique, en réalité, où tout le monde détiendrait tous les pouvoirs tout le temps. On ne peut pas imaginer où tout le monde serait sur le dos d'un agent de police, d'un magistrat, d'un député. C'est en réalité un idéal qui est très difficile à réaliser. Donc, la démocratie, ce qui est amusant, c'est que le mot, originellement, ça a été fait pour dénigrer les gens qui avaient une aspiration démocratique, à partager le pouvoir tous ensemble. Voilà. Donc, vu ces éléments, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait dans quel système politique qu'on serait? Non? C'est vrai qu'on est nombreux. Moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris qu'on était en démocratie. On m'a dit, la démocratie, c'est les élections, et les élections, c'est la démocratie. Très bien. J'ai grandi avec ça, et en faisant certaines recherches, je me suis aperçu que c'était pas aussi simple que ça, et que j'étais pas vraiment le seul à le penser. Voilà. Donc là, on a quelques personnalités qui sont connues. Il y a Aristote, Montesquieu et Rousseau. Eux avaient une vision de l'élection qui était qui était très peu démocratique selon eux. Pour eux, l'élection est fondamentalement... Pardon, excusez-nous. Je vous en prie. Vous avez raté le début. Ce sera sur Internet. Donc, pour eux, l'élection était fondamentalement aristocratique. Pourquoi? En réalité, c'est vraiment pour illustrer l'argumentation, elle est très simple en réalité.
vous vous rappelez, dans la précédente diapositive, l'aristocratie, c'est le pouvoir détenu et exercé par les meilleurs. Hein. Or, quand on fait une élection, on fait l'action de désigner les meilleurs pour exercer et détenir le pouvoir politique. Donc concrètement, on est dans une aristocratie, parce que c'est pas parce qu'on désigne ceux qui vont exercer le pouvoir que ça conduit nécessairement à une démocratie. Dans les faits, on est dans un pouvoir qui est détenu et exercé par les meilleurs, entre guillemets, parce que c'est subjectif évidemment. Théoriquement. Théoriquement, exactement. C'est ce qu'on appelle la démocratie représentative, dans laquelle les gens sont élus sur la base d'un programme politique et le peuple exerce à intervalles réguliers un choix sur la base d'un programme. Théoriquement, après il peut y avoir des dévoiements dont on peut discuter. Alors justement, selon ces auteurs, ce qui serait beaucoup plus rapproché d'une démocratie représentative, ça aurait été une démocratie sur laquelle les représentants auraient été, par exemple, tirés au sort, parce qu'ils auraient été beaucoup plus représentatifs du peuple. Hein. C'est vraiment important de distinguer une aristocratie élective, donc plus ou moins le système dans lequel on est, d'une démocratie représentative où il y aurait des représentants qui seraient vraiment qui représenteraient au sens véritable le peuple, qui serait vraiment un échantillon représentatif du peuple. Et il y a même, parler de démocratie, je connais des démocrates un peu plus radicaux qui disent que à partir du moment où c'est représentatif, c'est pas vraiment la démocratie. Et on ne peut pas vraiment leur donner tort, parce que si on revient également au sens originel de démocratie, où le peuple exerce et détient le pouvoir, si c'est le peuple qui détient et exerce le pouvoir, c'est pas ses représentants. D'accord ? Une démocratie au sens littéral et étymologique, il n'y a pas de représentants. Donc, je connais des gens, effectivement, qui rejettent, pour eux, démocratie représentative, c'est un non-sens pour eux. Après, on peut en débattre. Je comprends le point de vue, je comprends qu'on puisse parler de démocratie représentative quand il y a une dose... Il manquait en fait une nuance peut-être dans la diapositive précédente qui explique en fait pourquoi dans la plupart des systèmes qu'on appelle démocratiques, on en est venu en fait à choisir des gens qui sont les meilleurs, dans le sens où ils sont meilleurs d'un point de vue technique. Et c'est le mot technocratie en fait qui manquait dans la diapositive précédente pour avoir en fait cette idée que les gens qu'on va élire, déjà, ils sont capables de présenter un programme et de présenter des idées. Et ils ont une certaine compétence technique et la capacité à dialoguer avec l'administration, puisque dans une grosse démocratie avec des millions de personnes, c'est quand même assez compliqué de gérer. De toute façon, enfin... Alors, il ne faut pas trop que je m'écarte, parce que je suis au niveau d'une heure. Que maintenant, la principale compétence technique, c'est la communication, et donc ça, c'est effectivement un dévoiement. Alors, si vous voulez, un système politique, il n'y a rien... Enfin, tous les systèmes que j'ai évoqués juste avant, il n'y en a aucun qui est pur, entre guillemets. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, on pourrait dire qu'effectivement, c'est une aristocratie élective en principe, qu'il y a un aspect technocratique, effectivement, mais il y a un aspect plutocratique dans le sens où finalement c'est les riches qui détiennent les médias dominants qui vont mettre en valeur tel ou tel candidat, et donc il y a un aspect plutocratique. Un système politique, c'est toujours une combinaison de plusieurs systèmes, et malheureusement, l'aspect démocratique de notre système actuel, c'est vraiment le moins bien mis en œuvre de tous les systèmes dans la réalité. Voilà. Donc là, j'ai répondu à la question qui faisait une petite transition. Très bien. Si je peux me permettre, on oui. va laisser Alban peut-être développer sa conférence. Lui poser des questions. Oui, non, bien sûr. C'est vrai que je voulais un truc, quelque chose d'interactif. Donc, voilà. Alors, pour comprendre ce que ces auteurs entendaient par démocratie, ça me paraît important de revenir sur l'endroit où est né le mot démocratie, à savoir Athènes, dans Athènes antique, dans laquelle il y avait un exercice de la démocratie. Donc, alors la démocratie athénienne, donc c'était à moins 5 avant Jésus-Christ approximativement, il y avait 300 000 individus, 60 000 citoyens, et 6 000 citoyens actifs vraiment qui prenaient part à la vie politique, etc. Donc les Athéniens, qui avaient un désir de démocratie, se sont donnés comme objectif central l'égalité politique réelle.
Par égalité politique réelle, il faut bien comprendre égalité dans l'exercice de la politique et également partagée pour un maximum des individus qui composent le démos, le peuple. Pour atteindre cette égalité politique, ils vont mettre en œuvre deux sous-objectifs, mais qui sont vraiment quasiment complémentaires. C'est l'amateurisme politique et la rotation des charges. C'est-à-dire que les Athéniens ne veulent absolument pas de professionnels de la politique. Pour eux, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait une rotation du pouvoir et que les responsabilités politiques soient vraiment partagées au maximum. Et idéalement, on exerce une responsabilité politique une fois dans sa vie pour un mandat court, non renouvelable, etc. Et donc, c'est vraiment l'objectif de leur système politique. C'est un objectif qui est relativement exigeant. Pour leur démocratie, il y a un droit fondamental, ou quelque chose qui est primordial, qui est quasiment au-dessus de la démocratie pour eux, c'est l'iségoria. L'iségoria, c'est le droit de parole pour tous. Pour eux, c'est vraiment très important et c'est ce qui fonde vraiment tout l'édifice. C'est le fait pour tout le monde de pouvoir s'adresser à une assemblée publique. Alors après, tout le monde ne pouvait pas venir dire ce qu'il voulait parce qu'après les gens le ridiculisaient, etc. Ils pouvaient être écartés, etc. Donc c'était pas forcément facile. Et puis, j'en parlais un petit peu, quand ils doivent désigner des représentants pour exercer des responsabilités publiques, hein, il y avait des magistrats, il y avait beaucoup de responsabilités publiques, il y avait pour les lois qui étaient conçues, c'était un assemblage de démocratie directe, c'est-à-dire n'importe qui, a priori, pouvait présenter une loi, mais cette loi était soumise à une assemblée qui était tirée au sort et qui validait ou invalidait la loi. Et quelqu'un qui présentait une loi n'importe quoi, il était responsable sur ses deniers propres, c'est-à-dire que s'il présentait n'importe quoi, il devait payer. Donc c'était un risque et le système fonctionnait comme ça. Pour se protéger des représentants, parce qu'à partir du moment où on se dote de représentants, on confie du pouvoir. Mais ils avaient peur de confier ce pouvoir parce qu'ils savaient les déviances que ça pouvait entraîner. Donc ils se sont dotés d'énormément de contrôles pour maîtriser ça. Alors, avant le mandat, donc, il y avait déjà le volontariat, c'est-à-dire étaient tirés au sort uniquement ceux qui se présentaient, tout simplement. La docimasie, c'est un examen en gros, pour savoir si vous étiez fou. Ouais, voilà. Donc, les fous étaient un petit peu mis à l'écart quand même, ils ne pouvaient pas trop exercer des responsabilités politiques. Il y avait l'ostracisme, là c'était pour les personnes plutôt, donc c'était l'Assemblée qui était tirée au sort, et quand il y avait des personnes dont on suspectait qu'elles voulaient vraiment s'emparer du pouvoir, avoir des responsabilités qui étaient... des personnes qui avaient des idées politiques nocives pour la démocratie pouvaient éventuellement être écartées, mais c'était quand même relativement rare. Et puis pendant le mandat, il y avait la révocabilité des élus. C'est-à-dire qu'un élu qui faisait un peu n'importe quoi avec le mandat qu'on lui avait confié, s'il y avait une fraction des gens qui l'avaient... Enfin, des gens qu'il était censé représenter qui estimaient qu'il ne faisait pas bien son travail, la personne pouvait être écartée si la majorité des gens estimaient qu'effectivement ses responsabilités n'étaient pas bien mises en œuvre. Donc ça, c'était la révocabilité. Il y avait la reddition des comptes. La reddition des comptes, c'était qu'à la fin du mandat d'une personne qui était tirée au sort, il y avait la reddition des comptes. Il y avait un juré qui lui posait pourquoi est-ce que vous avez fait ça, on ne comprend pas. Et puis si les réponses n'étaient pas pertinentes, étaient mal justifiées, il pouvait être puni, etc. Et ça pouvait être assez violent. Et aller jusqu'à la mise en accusation publique, et ça pouvait aboutir à des graves sanctions. Donc, voilà en réalité ce que les Athéniens appelaient démocratie. Et bon, si on est un petit peu honnête, on voit bien l'écart assez gigantesque qu'il y a entre notre système politique actuel et cette démocratie athénienne. Alors, le mot démocratie est effectivement né en Grèce, à Athènes, mais si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que la démocratie, c'est un système politique qui a été mis en œuvre bien avant. Donc, si on élargit un petit peu la définition initiale qui est le pouvoir détenu exercé par le peuple
et qu'on dit que la démocratie c'est le fait pour une collectivité de s'assembler et de délibérer des affaires communes pour dégager un consensus, si on admet cette définition-là, en réalité on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses communautés primitives ou préhistoriques qui fonctionnaient de cette manière-là. Et alors, quand je parle de communauté primitive, c'est pas avec une connotation péjorative comme on peut l'avoir dans le langage courant, c'est en anthropologie, primitive, ça veut dire dans un état proche de la nature, voire rudimentaire. C'est juste ça. Et on s'aperçoit que beaucoup de ces communautés, alors bon, il y a les Inuits, les Amérindiens, les tribus africaines, des tribus d'Amazonie, qui fonctionnent sur un mode consensuel. C'est-à-dire que le seul moyen, les seules décisions collectives qui sont prises, c'est l'objet d'un consensus et d'un débat préalable. Alors pour illustrer ça, je vais vous faire une petite citation d'un rapport d'un jésuite qui était le père Brébeuf. Donc c'était au moment de la colonisation de la Nouvelle-France et des premières interactions entre les autochtones et les colons. Et voilà ce qu'il dit au sujet des Wendat, qui est une tribu locale. Donc là, il parle des individus qui composent les Wendat. Il n'y en a quasi point qui ne soit capable d'entretien et ne raisonne fort bien et en bon terme sur les choses dont il a connaissance. Ce qui les forme dans le discours, ce sont les conseils qu'ils tiennent quasiment tous les jours dans le village, et en toute occurrence, quoique les anciens y tiennent le haut bout, et c'est de leur jugement dont dépend le choix des affaires. Néanmoins, s'y trouve qui veut, et chacun a le droit d'y donner son avis. Donc là, même si le mot démocratie n'existait pas, le fonctionnement réellement de beaucoup de ces communautés était beaucoup plus proche du mot démocratie que, par exemple, notre système actuel. Alors, on pourrait m'opposer et me dire, non mais, tu vas un peu loin, parce qu'il y avait des chefs indiens, ceux qui avaient des plumes et tout, ils avaient des grandes coiffes, et c'était les patrons. Alors, en réalité, ce qu'on sait rarement sur les chefs indiens, c'est qu'ils n'avaient pas de pouvoir coercitif. Le seul pouvoir d'un chef indien, c'était de discourir, c'était de parler aux gens. Et d'ailleurs, généralement, la tradition, c'est que quand le chef indien venait vous parler, fallait surtout pas l'écouter. On l'écoutait d'une oreille pour lui montrer que... on faisait semblant de pas l'écouter pour lui montrer que son pouvoir, c'était vraiment quelque chose de symbolique. Et finalement, ils avaient plutôt un rôle d'animateur communautaire, réellement. Et malgré tout, les gens qui étaient désignés comme chefs, donc il y avait des chefs chasseurs, des chefs militaires, etc., les gens qui étaient désignés comme chefs, c'était parce qu'ils étaient considérés comme bons dans leur domaine. Et en fait, c'était une reconnaissance symbolique, comme quoi leurs conseils avaient plus de valeur que la plupart des conseils, puisque a priori, c'était ceux qui étaient considérés comme les meilleurs. Donc c'était une reconnaissance symbolique. Alors, une petite anecdote. À ce sujet-là, il y a Geronimo, c'est un grand chef indien. Voilà, il n'était pas content, il y avait un conflit avec une tribu locale. Et Geronimo veut repartir faire la guerre pour l'honneur de sa tribu ou pour plus de territoire. Et du coup, il fait un grand discours, il essaye de convaincre tout le monde dans sa tribu de repartir faire la guerre et de le suivre pour l'honneur de la tribu. Et bon, il fait un grand discours, il arrive à convaincre 3 guerriers. Bon, ils partent, donc lui et les 3 guerriers, ils vont à la tribu adverse, ils se font botter les fesses, ils reviennent. Et ça, pour moi, ça illustre vraiment le pouvoir, qui est quasiment ridicule d'un chef militaire indien par rapport à des généraux qui, quand ils décident d'aller faire la guerre, réellement, on n'a pas le choix de les suivre. C'est-à-dire que sinon, c'est la cour martiale, etc. Il n'y a pas de pouvoir coercitif dans cette société. Bon, donc là, j'arrive au bout de notre première partie. Quand on peut parler de société primitive comme on peut parler de société préhistorique. Et c'est par ces sociétés préhistoriques que je vais commencer cette espèce de revue de l'histoire des médias et de leur influence sur la société. Voilà. Donc, en préalable à cette partie, je vais définir 2 mots. Donc, le mot média. Donc le média, ça peut être considéré comme tout moyen de diffusion permettant l'échange d'informations, ou plus simplement, un média, c'est un moyen de communication. Et une autre définition qui est importante, c'est la société. La société peut se définir comme la somme des interactions entre les individus.
C'est une définition qui est généralement admise en sociologie. La société, c'est la somme des interactions entre les individus. Si vous changez la manière dont les individus interagissent, vous changez la société. Si vous changez donc les médias, les moyens de communication d'une société, vous changez la société elle-même, son fonctionnement politique et son fonctionnement général. Donc, pour illustrer un petit peu toute cette évolution des médias et leur influence sur la société, j'ai un petit graphique, donc il peut paraître un peu difficile à cerner, je vais l'expliquer. Il y a à gauche, sur l'axe des ordonnées, vertical, il y a le niveau d'usage du média. Le niveau d'usage du média, très simplement, si tout le monde sait parler et écouter, si on considère que le langage oral, c'est un média, et c'est un média naturel, en fait, le seul dont on hérite directement, ce niveau d'usage du média, quasiment tout le monde sait parler et écouter. D'accord ? A contrario, quand la télévision venait d'arriver, c'était un moyen de communication, que s'il n'y avait que 2000 personnes qui l'avaient sur 60 millions, là, le niveau d'usage, il était très bas parce que peu de personnes avaient accès aux médias. Au niveau de l'horizontalité du média, ça c'est un petit peu plus complexe à comprendre, c'est le nombre de canaux de discussion pour un média. Vous allez voir, vous allez comprendre. Le langage, par exemple, le langage oral, si vous avez 60 millions de personnes, potentiellement, vous pouvez avoir 30 millions de canaux de discussion. Des gens qui dialoguent entre eux, ça vous fait 30 millions de canaux de discussion différents. Donc c'est un média qui est très très horizontal. A contrario, un média qui est beaucoup plus vertical, vous prenez la télévision. Généralement, il y a 5 ou 10 chaînes maximum, et c'est des médias qui sont très verticaux. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 présentateurs télé et 60 millions de personnes qui écoutent. Donc c'est très très vertical parce qu'il y a très peu de canaux de diffusion. Voilà. Donc là, on commence au niveau de la préhistoire. Donc c'est le langage oral qui est le seul média disponible. Et ça conduit généralement à des sociétés telles qu'on l'a vu dans la diapo juste avant, c'est-à-dire des sociétés qui sont de petite taille, communautaires dans leur fonctionnement et avec un fonctionnement relativement démocratique. Donc, alors j'ai une petite question. Est-ce que quelqu'un sait quand commence l'histoire ? À quel moment on passe de l'histoire à la préhistoire à l'histoire plutôt, c'est dans ce sens-là. Pardon ? L'écriture. Bien joué, bien joué. Donc l'écriture, c'est effectivement le premier des médias. Le premier média technique qui fait que c'est en moins 3500 avant Jésus-Christ. Alors on peut se demander déjà comment est-ce qu'est née l'écriture. Pourquoi est-ce que les gens, à un moment donné, ont décidé d'inventer l'écriture ? Normalement, on a autre chose à faire. Là, ils se sont cassés les pieds, ils ont décidé d'inventer l'écriture. En réalité, si on s'intéresse, à ma connaissance, il y a 2 endroits où est née l'écriture. À chaque fois, c'est pour des raisons comptables. L'écriture est née en moins 3500 ans dans l'Empire Sumer. C'était les premières écritures qu'on a pu constater, c'était pour gérer les échanges commerciaux entre les cités. C'est-à-dire que les cités, pour vérifier quelle cité était en droit d'attendre quelle marchandise de telle autre, il y avait le média de l'écriture qui permettait de savoir ça. L'autre naissance de l'écriture, c'est dans l'Empire Inca. En réalité, l'Empire Inca, c'est aussi pour des raisons comptables. Alors, l'écriture Inca, il y en a peu qui connaissent, c'est à base de nœuds, en fait. C'est un langage, mais c'est une écriture primaire dans le sens où c'est technique et ça peut s'archiver dans le temps. Et ce qui est intéressant sur la naissance de ce média, c'était aussi pour savoir ce que l'Empire Inca, l'empereur, était en droit d'attendre de telle ou telle cité. Donc c'était pour des raisons comptables, pour maîtriser ce qu'il était en droit d'attendre de telle ou telle cité. Bon, plus tard, effectivement, l'écriture va évidemment s'étendre au domaine religieux, législatif, etc. Mais la base de la naissance de l'écriture, c'est ça. Et très rapidement, particulièrement dans l'Empire Sumer, où il y avait beaucoup de cités qui étaient en concurrence, ça va devenir un enjeu stratégique. Parce que quand on maîtrise effectivement le média, quand on maîtrise la connaissance et l'information, on a un avantage significatif sur les autres cités. Donc le média va
va progresser tant au niveau technique, c'est-à-dire qu'on va passer de la pierre au papier, et puis au niveau, il va avoir un développement sémantique, c'est-à-dire que les mots vont devenir plus complexes, ils vont désigner plus de choses, etc. Et ce média va être relativement centralisé, puisque la connaissance et la maîtrise du média va être cantonnée aux villes, en fait. Et ça va conduire à des systèmes politiques qui, eux aussi, vont être très, très centralisés. Pendant presque 5000 ans, on va avoir des rois, des seigneurs, qui vont avoir quasiment autorité totale sur leur territoire, et qui vont avoir ce média-là à leur disposition. Et parfois, ces seigneurs vont être assujettis à des rois, des gouverneurs à des empereurs, etc. Mais globalement, même si c'est pyramidal, c'est toujours très très centralisé dans un pouvoir unique. Voilà pour l'écriture. Alors en préparant cette conférence, l'amicale laïque m'a demandé, est-ce que quand même, on est l'amicale laïque, est-ce que tu vas parler de laïcité? Au début j'ai dit non, c'est compliqué, et puis en fait, un petit peu, parce que le début de la laïcité, pour moi, c'est la fin de la religion. Or, la seconde mutation média, qu'on peut observer au niveau des sociétés humaines, ça va avoir des influences significatives sur les religions, et notamment sur leur absence aujourd'hui. Puisque finalement, avec le média avec l'écriture, les religions aussi, le pouvoir spirituel et religieux étaient très très centralisés. Ça a conduit à l'Église romaine, et finalement, les communautés qui avaient leurs propres croyances, qui étaient très locales et très spécifiques, se sont retrouvées également très très, très centralisées dans un pouvoir qui était l'Église catholique. Donc là, c'est la seconde mutation média, donc l'imprimerie. Donc l'imprimerie, ça va avoir des impacts colossaux sur la société, au même titre que l'écriture, sauf que l'écriture, ça s'est fait de manière plus progressive, ça s'est fait sur plusieurs siècles, et ça a été moins violent. L'imprimerie, ça va conduire à deux dynamiques de destruction, pour moi, sur l'Église catholique. La première, ça va être l'impression massive des Bibles. Les Bibles, avant, il n'y en avait pas beaucoup. Avant, il y en avait très très peu, il y avait plus d'églises que de Bibles, en gros. Il fallait les écrire à la main, c'était quasiment une vie d'homme, alors que bon, mettre des cailloux les uns sur les autres, c'est beaucoup plus facile. Avec l'imprimerie, les gens vont pouvoir avoir accès à la Bible, et ils vont se rendre compte que entre ce que racontait le curé, le dogme catholique, et le bouquin originel, il y avait des écarts qui pouvaient être colossaux. Et ça va générer une instabilité politique qui va être considérable, et qui va conduire aux guerres civiles entre les protestants et les catholiques, et au bout d'un moment, il va y avoir un schisme, et même l'Église catholique, à terme, va devoir se réformer, parce qu'elle va être un petit peu coincée, et elle va devoir répondre à cette opinion. Voilà. Donc ça, c'est la première dynamique de destruction sur l'Église catholique, et qui va être relativement violente dans la société. La deuxième dynamique de destruction, c'est une espèce de sécularisation qui va être plus violente finalement, même si elle s'étale beaucoup plus dans le temps. Elle va être beaucoup plus violente pour l'ensemble des religions, pas seulement pour la religion catholique, dans le sens où il va y avoir des découvertes scientifiques qui vont énormément discréditer les dogmes religieux. Ça va être le cas de Copernic, puis démontré par Galilée, puis de Darwin, si vous voulez. C'est des découvertes scientifiques qui ont été permises par l'imprimerie, parce que, effectivement, les scientifiques qui ont accès à beaucoup plus de connaissances et d'informations, ça renforce tous leurs travaux. Et du coup, ça conduit à des nouvelles découvertes qui sont totalement déphasées vis-à-vis des croyances, vis-à-vis de la réalité, et des croyances vis-à-vis du dogme religieux. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect religieux. Ça me paraît important parce que c'est vrai qu'on a tous dans notre inconscient collectif les guerres de religion, on a appris ça, et on sait à quel point ça a été violent, particulièrement en Europe. Au niveau politique, l'imprimerie, quand même, faut également aussi mesurer les conséquences que ça a eues. Donc dans un premier temps, ça permet de voir ce qu'on a vu quand j'ai parlé d'Aristote, plutôt de Rousseau et de Montesquieu, qui reprenaient, qui réfléchissaient à la politique,
et qui formulait des critiques non seulement contre l'Église, Voltaire formulait beaucoup de critiques contre l'Église, mais aussi contre la monarchie. Et cette critique contre la monarchie, ça va progressivement attaquer la monarchie, le pouvoir très très centralisé de l'époque. Et c'est dans ce terreau idéologique que va survenir la Révolution française, la Révolution américaine, la Commune de Paris. Sans ce terreau idéologique, il n'y aurait pas eu ces révolutions-là, mais sans l'imprimerie, il n'y aurait probablement pas eu ce terreau idéologique très critique vis-à-vis du système politique et des religions. Voilà. Donc ça, c'est pour l'imprimerie. Je passe à la troisième mutation média. Alors, dans la troisième mutation média, alors déjà, l'écriture avait commencé à évoluer, à devenir plus horizontale, parce qu'effectivement, avec l'impression, on a beaucoup plus accès à des plumes et à des supports écrits pour s'écrire, donc du coup, ça devient un média horizontal, les gens peuvent s'envoyer des lettres, etc. Mais au début, à la naissance de l'imprimerie, il y a surtout les bourgeois qui ont accès à ce média de communication, d'échange de lettres, etc. Là, dans les années 1900, il commence à y avoir une démocratisation de l'écriture, avec une alphabétisation massive de la population, et du coup, l'écriture poursuit sa course et devient un média de plus en plus horizontal, parce que presque tout le monde sait lire et écrire. Et en réalité, c'est intéressant parce que il y a beaucoup Si 14-18 a autant marqué les esprits, et on en parle encore aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi parce que, je ne veux pas être trop réducteur, mais c'est aussi parce qu'on a les premières lettres des soldats de la guerre. Avant, on avait une guerre contre l'Autriche, il n'y avait que les officiers qui savaient écrire. Là, on a des témoignages de soldats qui ont fait la guerre et qui peuvent témoigner de l'horreur de la guerre. Ça, c'est pour l'évolution de l'écriture, donc l'imprimerie progresse. Et il y a l'apparition de médias de masse. J'ai appelé ça comme ça et je les ai rassemblés ensemble, la presse, la radio et la télévision. Au niveau temporel, c'est un petit peu étalé dans le temps. La presse écrite, l'âge d'or, c'est 1858-1950. Après, il y a la radio qui prend le relais en 1920 et la télévision qui se généralise en 1960. Ces médias, je les ai rassemblés parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont relativement comparables. C'est-à-dire que la presse écrite, généralement, c'est 15 ou 20 groupes, c'est-à-dire c'est toujours très vertical. La radio, c'est pareil, 15 ou 20 stations. Et la télévision, c'est exactement pareil. D'autant plus que généralement, ces organes qui diffusent l'information et la connaissance ont des sources qui peuvent être très réduites. L'agence France Presse, elle informe, c'est la matière première de beaucoup de ces médias de l'Union. Voilà. Et j'en viens à la quatrième mutation média. L'apparition d'Internet. Donc, Internet, c'était dans le titre de la conférence, c'était pour faire venir les jeunes, et je suis content, il y a beaucoup de jeunes. Et effectivement, c'est un média qui est très spécifique. Il n'est pas horizontal absolument, il est protéiforme. C'est-à-dire qu'il a la forme qu'on lui donne. C'est-à-dire que si on veut continuer à aller consulter Le Monde ou TF1, ça reste un média très vertical parce qu'on peut rarement répondre à telle ou telle émission, etc. Donc, si on s'en sert pour ça, effectivement, ça reste un média très vertical. Si on s'en sert pour aller consulter des blogs ou des sites spécialisés et commenter et apporter des contributions à tel ou tel document, réflexion, analyse, ça devient il est entre les deux, il est diagonal, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une contribution majeure, mais on est quand même un petit peu entre les deux. Et là où il est vraiment totalement horizontal, en termes médiatiques, c'est par exemple les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là on est dans l'horizontalité parfaite, chacun dialogue avec ses connaissances, et voilà. C'est pas un hasard si Internet a été le catalyseur de la révolution tunisienne. C'est parce que c'était le média qui permettait l'expression
des mouvements contestataires, parce que malheureusement les mouvements contestataires ou dissidents, ils n'apparaissent pas dans les médias dominants. On leur donne très très rarement la parole, ça arrive, mais c'est rarissime. Et également Internet, effectivement, le lieu où prennent forme, se développent, parfois de manière anarchique, tout ce qui va être des pensées hétérodoxes, au niveau économique, au niveau géopolitique, au niveau politique. Il va y avoir une vraie richesse, une vraie fermentation sur Internet qui n'apparaît pas, ou presque pas, dans les médias verticaux, dominants, les médias de masse. Si on essaie de se projeter dans l'avenir au niveau d'Internet, on peut déjà penser que le nombre d'utilisateurs va continuer à progresser. Là, en 20 ans à peine, Internet est passé de 0% d'utilisateurs à 75%. Donc c'est colossal, c'est une croissance incroyable et il y a de fortes chances que ça continue de progresser. Et au niveau horizontal, très certainement, ça va continuer à progresser vers plus d'horizontalité. Ça va continuer à progresser vers plus d'horizontalité. Pourquoi ? Parce que les gens qui, effectivement, au début, vont voir le monde, et puis il va y avoir des commentaires où on va leur dire qu'il y a quelque chose de mieux à aller voir ailleurs sur un endroit spécialisé, et puis ils vont se rendre compte que, effectivement, il y a tel site spécialisé qui apporte des informations plus pertinentes, etc. Donc ils vont creuser, etc. Et du coup, ils vont abandonner leur source d'informations qui était beaucoup plus verticale, beaucoup plus dogmatique, pour aller vers des choses beaucoup plus qui leur paraissent plus pertinentes. Voilà. Donc, à terme, Internet va probablement conduire la société à une plus grande égalité médiatique. C'est-à-dire que ça va nous ramener, s'il continue de progresser, donc le niveau d'usage devient de plus en plus important et l'horizontalité également de plus en plus importante, ça va nous ramener à un état proche du langage oral, c'est-à-dire à un média très horizontal avec un niveau d'usage fort. Et ça va modifier profondément la société. Ça va la conduire à avoir des attentes qui vont être démocratiques au sens étymologique du terme, c'est-à-dire où les gens vont vouloir prendre une plus grande part de responsabilité dans les gouvernements, etc. Donc et on peut le voir comme un espoir, mais ça va aussi être une source d'instabilité au bout du compte. C'est impossible de savoir comment ça va se solder, mais ça va être une source d'instabilité parce que les gens, mécaniquement, du fait qu'ils vont se rendre compte que ils ont un accès égal à l'information, à la connaissance, et ils vont se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes droits et les mêmes droits politiques et une égalité politique réelle telle qu'elle existait en Grèce. Voilà. Alors, si ça continue. Donc, alors, pour terminer cette seconde partie, ça m'intéressait de mettre un petit graphique qui montre le taux de confiance accordé à tel ou tel média. Donc les trois courbes du haut, c'est la radio, le journal, la télévision. Donc on voit qu'il reste stable, même si ça fluctue dans le temps, ça remonte. Mais globalement, ça reste stable, si on essaie de lisser. Et par contre, on voit que Internet progresse petit à petit. Il est probable que dans le temps, les trois grands médias, les médias verticaux, soient forcés de s'adapter ou commencent à régresser, ou probablement les deux. Qu'ils essayent de s'adapter, mais que de toute façon, le média qui est, entre guillemets, qui les supplante, parce qu'il permet il est meilleur qu'eux dans tous les cas. Enfin, meilleur qu'eux. Ouais. Il permet ce que les autres médias permettent, mais en mieux. Voilà, pour le dire simplement. Donc voilà, je vais conclure, parce que là, je crois que je suis largement dans les temps, en plus. Voilà, donc en conclusion, en remerciement, je remercie Amical Lake qui m'a permis de préparer cette conférence, vraiment à tous les niveaux, le son c'est parfait, vraiment. Merci à tous pour tout ce que pour votre aide, pour la préparation de cette conférence, merci. Je remercie également Étienne Chouard. Donc Étienne Chouard, c'est un personnage que j'ai découvert sur Internet, qui m'a permis de comprendre tout l'aspect démocratique, c'est-à-dire la première partie de la conférence, ce que vous avez découvert,
sur la démocratie, le sens des mots et la réalité de notre système politique. Je me dois de dire qu'en ce moment, son cheval de bataille, entre guillemets, c'est la Constitution. Pour lui, effectivement, et je le partage d'une certaine manière, dans la Constitution, il y a un conflit d'intérêts originel. C'est-à-dire que les gens qui écrivent la Constitution sont généralement élus. Dans la plupart de nos systèmes politiques modernes, qu'on a depuis 200 ans, à chaque fois, l'Assemblée constituante, c'est ça, est élue. Et le fait qu'elle soit élue, ça met les gens qui vont l'écrire dans un problème de conflit d'intérêts, parce que très probablement les gens qui ont été élus pour écrire cette Assemblée constituante vont très certainement être réélus pour exercer le pouvoir après. Donc on leur demande d'écrire les limites des pouvoirs qu'ils vont avoir. Donc on imagine très certainement qu'ils ne vont pas s'en donner beaucoup, des limites et des moyens de contrôle. Donc lui, une de ses idées principales, c'est de dire la prochaine constitution, faut que absolument ce soit un maximum de gens, le maximum de personnes qui puissent l'écrire, et que surtout ce ne soit pas des élus. On peut tirer au sort, on peut imaginer d'autres manières d'écrire ensemble la Constitution, mais il faut qu'elle soit faite par un maximum de personnes et que ça permette de bien maîtriser les pouvoirs. Ça, c'est Étienne Chouard. Et Benjamin Bayard, lui, il m'a un petit peu initié finalement à l'influence des médias et à tout ce qui est de la seconde partie, sur voilà, tout cet cheminement, tout ce lien entre médias et société, et surtout sur l'influence d'Internet et ce que ça va engendrer sur notre société, qui me paraît fondamental. Alors, c'est probablement pas pour demain, ça se compte plutôt en décennies, voire en siècles, si on s'en réfère à l'évolution de l'imprimerie et aux impacts qu'elle a eu sur la société. Ça se compte vraiment au moins en décennies. C'est tout ce qu'on peut dire, sinon en siècle. Donc voilà, mais c'est important de comprendre ça pour comprendre aussi les tensions qui risquent de survenir. On sent qu'au niveau politique, ils ne sont plus trop sereins. Et je pense que c'est aussi un facteur qui explique leur nervosité. Voilà, encore merci. Je pense que j'ai fait un peu plus d'1 heure. J'espère que vous n'avez rien de prévu.